Et soyez les bienvenus sur Sud Radio. Le débat Valérie Expert est en congé aussi pour cette fin d'année. Et on retrouve nos débatteurs du jour avec un immense bonheur. Matteo Ghisalberti. Bonjour Matteo. Bonjour. Journaliste franco-italien, journaliste à Film Media. Yves Damécourt. Bonjour Yves. Buongiorno. Buongiorno aussi, porte-parole du mouvement de la ruralité, Bertrand Soublé. Bonjour Bertrand. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour, ancien général de gendarmerie et vice-président d'Objectif France. Alors, est-ce que vous avez passé surtout un sage et bon réveillon et des fêtes de Noël tous les trois? J'espère que oui. Oui, on a posé le petit Jésus dans la crèche, on a été sages, etc. Tout va bien. Vous avez passé un bon réveillon? Oui, je suis pas très loin de vos frontières italiennes. C'est pour ça que tout ça, aujourd'hui, on est tous un petit peu à distance. Et on salue nos auditeurs aussi. On espère qu'ils ont passé un très bon réveillon avec ce variant Omicron qui, visiblement, a décidé de ne pas faire de trêve des confiseurs. On va y revenir longuement ce matin, avec ce conseil de défense qui a lieu cet après-midi et sans doute des décisions, nous dit-on, lourdes de conséquences pour nos vies à quelques heures du passage à 2022. Mais avant cela, messieurs, on va faire notre habituel tour de table de nos coups de cœur et coups de gueule de l'actualité. Je commence avec vous, Matteo. Vous aviez envie, vous avez changé en cours de route de préparation de cette émission. Alors, on va y revenir d'ailleurs avec le sujet de l'hôpital peut-être tout à l'heure. Mais vous vouliez revenir sur une information qui vous touche directement, j'ai l'impression. Oui, parce que j'ai lu une tribune signée par Eric De Luca sur Le Monde qui a été publiée sur le site du quotidien et à laquelle cet écrivain dit que l'éventuelle extradition des vieux réfugiés italiens en France n'a rien à voir avec la justice. Il parle évidemment des anciens terroristes rouges, des brigades rouges qui ont trouvé ils ont été accueillis par la France de François Mitterrand parce qu'ils avaient soi-disant abandonné les armes, mais ils n'ont pas du tout abandonné les propos violents et des subversions de l'État italien. Il faut dire aussi que ces personnes ont été toutes jugées en Italie, selon des procès qui étaient absolument dans la règle de l'art, qui ont été confirmés aussi d'ailleurs par d'autres institutions, même supranationales non italiennes. Et il faut dire aussi que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est engagé en début de cette année, grosso modo, pour enfin extrader cette dizaine de personnes qui restent en France. Il a souhaité, donner un coup d'accélération à leur extradition. Et voilà. Par contre, depuis, j'ai constaté que il y a effectivement toute une partie, surtout de la vieille gauche, un peu 68 excusez-moi, qui a défendu encore une fois ces anciens terroristes. Que je vous rappelle, il y en a certains qui ont été jugés à perpétuité, condamnés à la perpétuité parce qu'ils ont tué des personnes. Et d'ailleurs, s'il n'est pas clair un peu la situation qu'on a vécue en Italie dans les années 70, on a eu plus de 300 morts, exactement comme malheureusement en France on a eu à cause des attentats terroristes d'un autre type. Mais les morts sont les morts. Et je vous invite d'ailleurs, désolé, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vous invite à lire une interview que j'ai réalisée en septembre avec l'un des fils de ces victimes qui n'avait même pas 18 ans quand il a vu mourir son père sous ses yeux, tué par l'un de ces anciens terroristes dans son boucherie parce qu'il pensait que tuer les petits artisans, etc., c'était une façon pour combattre le capitalisme. Donc ça va remettre un petit peu les choses en perspective parce que ce fils d'une ancienne victime qui s'appelle Adriano Sabadine a dit qu'il ne pouvait pas accepter les déclarations de ceux qui, ici en France encore maintenant, disent qu'ils ont déjà purgé une peine parce que c'est eux qui ont purgé leur peine parce qu'ils verront plus leur chair. Voilà.
Donc feuilleton à suivre, hein, puisque la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris va donc examiner le 5 janvier, la semaine de la rentrée, hein, le cas de Giorgio Pietro Stefani. Je ne voudrais pas écorcher son nom. Donc il est accusé, je rappelle, d'être impliqué dans un meurtre commis en 1972 sur la seule foi des propos d'un repenti. C'est ce que dit effectivement l'article. Et le 12 janvier ensuite, cette même Cour d'appel de Paris se penchera sur 9 autres militants sur ces demandes d'extradition. Effectivement, c'est toute la difficulté de la diplomatie de la repentance, ou en tous les cas de cette diplomatie qui parfois nous échappe, hein, nous concitoyens, entre ce qui a été décidé et pour les familles des victimes, on comprend aussi la difficulté d'accepter ça. Je fais une petite parenthèse, c'est mon coup de cœur. Allez voir le film de Pedro Almodovar, si je peux me permettre, pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer en Espagne avec cette loi d'amnistie qui a été votée sur le travail d'excavation de ces fosses communes. Voilà le travail qui est actuellement fait en Espagne, avec certes des difficultés, parce que tout simplement, il faut aussi des financements pour réaliser ces recherches, ces fouilles dans ces fosses communes de ces familles qui recherchent un défunt victime du franquisme, et c'était à une échelle humaine très récente finalement. Donc voilà un tout petit peu une parenthèse que je voulais faire, et c'était, j'en profite messieurs, pour faire mon petit coup de cœur des vacances avant que le cinéma ne referme définitivement, j'ai l'impression, si le variant Omicron veut bien nous laisser tranquilles. Voilà le coup de gueule de Mathéo. Qui veut continuer? Bertrand, coup de cœur, coup de gueule, Bertrand? Ben moi, c'est plutôt un coup de cœur, c'est plutôt même un hommage que je voudrais rendre à un homme qui nous a quittés ce week-end, qui s'appelle Desmond Tutu, qui est l'archevêque sud-africain, qui a combattu toute sa vie contre l'apartheid et qui a été, j'avais dit, presque pas un compagnon de route, mais en tout cas un compagnon en esprit de Nelson Mandela. Et cet homme qui est très engagé, bienveillant, nous a montré qu'en réalité l'universalité et la spiritualité sont inséparables. Et donc ça, c'est extrêmement important d'avoir des repères comme ça dans notre vie de tous les jours, des gens qui marquent l'histoire comme Desmond Tutu, comme Nelson Mandela et tant d'autres. Mais je crois que quand on voit le parcours de ces hommes-là, ça nous laisse de l'optimisme pour l'avenir. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire ce matin. Vous trouvez que ce sont des messages d'optimisme? Ouais. Oui, Christine, parce que on peut en douter, je pense que en ce moment. En toute chose, il y a de l'optimisme. En toute chose. Et moi, je suis un éternel optimiste parce que je crois que nous avons dans notre vie, dans notre monde, toutes les raisons d'être optimistes parce que nous avons de quoi bâtir l'avenir, construire l'avenir de manière beaucoup plus sereine que ce que nous faisons aujourd'hui. Mais pour cela, il faut une prise de conscience. Et des hommes comme Desmond Tutu, comme Nelson Mandela et tant d'autres nous aident à faire ce chemin-là, à prendre conscience et puis aller vers l'essentiel, alors que parfois on se perd dans des détails qui n'intéressent personne. Quelqu'un veut... Ouais, Mathéo. Cette personnalité, éminente personnalité, avait présidé d'ailleurs à une commission de la rapacification, je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, après l'apartheid, et il avait présidé des travaux très 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 douloureux parce qu'il y avait des témoignages directs d'anciennes victimes de l'apartheid, et donc c'était une façon pour remettre, comment dire, un cours la paix, sans pour autant oublier, et donc sans oublier une période historique douloureuse pour ce pays. En sachant que l'Afrique du Sud n'a pas résolu, pour l'instant, tous ces vieux démons sur certains biais. Yves, on vous a pas entendu. Oui, je pense que Desmond Tutu et Nelson Mandela avaient réussi à faire que la fin de l'apartheid ne soit pas une vengeance de l'apartheid, et qu'il y ait un grand pardon qui soit organisé. Malheureusement, depuis qu'ils ont disparu, le grand pardon a pris un peu de plomb dans l'aile, et donc l'Afrique du Sud manque aujourd'hui de leaders charismatiques qui s'inscrit dans la même lignée que Desmond Tutu et Nelson Mandela. Est-ce qu'il faut forcément un leader charismatique pour mener des combats comme celui-là, ou est-ce plus en profondeur qu'un pays peut mener des combats d'une telle intensité, en tous les cas sur le plan historique presque, j'ai envie de dire? Je dirais qu'il faut les deux en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas avancer sans avoir à la fois l'adhésion de la base et de la tête, et tout ça avance de concert, quoi.
avec des idéaux qui sont parfois, on pourrait penser, installés durablement, et on voit que tous ces sujets, tous ces dossiers-là sont extrêmement fragiles finalement au regard de l'histoire. C'est ce que disait Bertrand, qui disait que l'universalisme et la spiritualité étaient liés, c'est-à-dire qu'en fait, le pardon ne fait pas partie des valeurs que l'homme acquiert en naissance. C'est des choses qui arrivent par l'éducation. Et donc, c'est pour ça que l'éducation est très importante. Le général de Gaulle, en son temps, avait réussi aussi à maintenir la nation unie, alors qu'il y avait des souhaits de revanche très importants. Et Jean-Paul II, aussi, à sa manière, avait réussi à faire en sorte que le mur, le rideau de fer tombe sans qu'il y ait de souci de revanche. Voilà. Donc c'est dans son pays aussi. Et en Pologne aussi. Alors Yves, puisque vous avez la parole, ça c'est un sujet en revanche qui n'a pas de leader charismatique et visiblement ça pose problème. Ce sont les éoliennes. C'est votre coup de gueule, Yves. Oui, c'est mon coup de gueule parce que j'ai vu un tweet de Stéphane Bern avec lequel on partage ce combat là. Avant-hier, qui expliquait que la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, avait demandé à ses administrations, les DREAL, de se mettre au travail avec les directions régionales des affaires culturelles pour classifier les 45 000 monuments historiques contre la France, pour voir ceux qui pouvaient être compatibles avec les éoliennes et ceux qui ne l'étaient pas. En gros, on est en train d'inventer une nouvelle dérogation pour les éoliennes, qui sont des usines et qui, en fait, ont déjà de multiples dérogations. Aujourd'hui, elles échappent au code de l'urbanisme et les maires ne peuvent pas donner leur avis quand une éolienne s'impose sur leur territoire. Elles échappent aussi à la loi sur le bruit, puisque une usine qui s'implante dans une commune doit produire moins de 30 décibels. Et pour les éoliennes, c'est 35 décibels, c'est-à-dire 3 fois plus de bruit autorisé. Elles échappent au code de la santé publique, puisqu'en fait, on connaît aujourd'hui l'électrosensibilité des humains et des animaux côté vétérinaire au champ électromagnétique. Et donc, les éoliennes sont en train d'échapper à toutes sortes de codes qui ont permis d'aménager la France. Et je suis très inquiet de tout ça. Et donc, si en plus de ça, on les rend compatibles avec les monuments historiques, les paysages, les zones de protection de l'architecture et du paysage, eh bien, on file un mauvais coton. Eh ben, j'avais cru comprendre que justement l'installation était de plus en plus contraignante et compliquée parce que il y avait de plus en plus de normes à respecter, au contraire, depuis les nouvelles législations. Yves, je me trompe? En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il suffirait simplement qu'elle rentre dans le droit commun. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle bénéficie de multiples dérogations. Alors c'est toujours compliqué parce que les gens n'en veulent pas, et donc les citoyens s'organisent en association. Il y a une association de maires qui s'appelle le Vent des maires, qui regroupe aujourd'hui plus de 500 maires de France qui s'opposent à l'installation des éoliennes de manière anarchique sur leur territoire sans leur avis. Parce que les maires subissent toujours un peu l'installation dans leur territoire, non ? Le président des maires de France a demandé que les éoliennes, que les maires aient un droit de veto, ce qui a été refusé par la ministre des collectivités locales. Enfin, tout ça, et on installe, et tout ça n'est pas anodin parce qu'une éolienne, c'est une usine. Et c'est une usine qui n'a pas que des qualités. Et donc, c'est pour ça qu'on va les mettre en mer, le plus loin possible des côtes, le moins visible. Ah oui, alors savez-vous, l'autre jour, j'ai participé à un colloque à l'Assemblée nationale. Les calculs qui ont été réalisés, c'est que l'ensemble des éoliennes en mer qui vont en fait créer un continuum d'éoliennes du nord au sud de la France, eh bien, ne produiront finalement pas plus d'électricité que Fessenheim qu'on a fermé. Allez, on va continuer ce sujet, il reviendra, hein, ça sera notre sujet également, mais là on va parler d'un jour sans fin, c'est celui du variant Omicron qui se répand visiblement à la vitesse du son et qui met le gouvernement et Emmanuel Macron sous pression à quelques jours du réveillon et surtout du démarrage de 2022. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a une campagne présidentielle à mener, donc on en parle avec vous également au 0826 300 300 et nos 3 débatteurs du jour, Matteo Ghisalberti, Yves Damécourt et Bertrand Soublé. On se retrouve juste après l'info sur Sud Radio. À tout de suite.
Voilà, pendant cette semaine avant le passage à la nouvelle année, on est ensemble jusqu'à midi à l'heure du débat avec Valérie Expert. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Bertrand Soublé, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France. Bonjour. Yves Damecourt, porte-parole du mouvement pour la ruralité. Messieurs, on vous retrouve. Et Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, journaliste à Field Média. Alors évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce conseil de défense qui aura lieu cet après-midi en visioconférence. Pas de trêve des confiseurs pour Emmanuel Macron qui va donc présider un conseil des ministres, extraordinaire en visioconférence pour lutter contre ce variant Omicron qui se propage à une vitesse hallucinante. 100 000 cas détectés en 24 heures, ne serait-ce que samedi. C'est un niveau jamais atteint depuis le début de la pandémie de ce Covid-19. Alors face à cette déferlante des contaminations, ce conseil des ministres doit opter 10 jours plus tôt que prévu. Eh bien, ce projet de loi qui doit instaurer à partir du 15 janvier notamment, et ça sera la grande nouveauté de la rentrée, le pass vaccinal. On passerait du pass sanitaire au pass vaccinal. Le texte sera présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Il doit être examiné par l'Assemblée nationale en urgence cette semaine. Alors, plusieurs études, en tous les cas plusieurs idées pour essayer de contenir cette épidémie de variant Omicron qui doivent être annoncées aujourd'hui. On nous dit que c'est une lame de fond, mais qu'il va falloir prendre des décisions lourdes de conséquences. Alors pour cette semaine, couvre-feu ou pas couvre-feu à l'occasion de la nuit de la Saint-Sylvestre, est-ce qu'il faut rallonger d'une semaine les vacances scolaires et même au-delà, pensent certains également. Comment faire exactement pour contenir cette vague épidémique? Est-ce qu'il faut instaurer à nouveau le masque obligatoire partout à l'extérieur? Ce sont plusieurs pistes qui sont à l'étude et les décisions seront prises cet après-midi. C'est un jour sans fin, messieurs, que l'on vit finalement avec le variant Omicron, où on se dit peut-être qu'avec la vaccination, on rappelle 77% des Français sont complètement vaccinés. Qui veut commencer? Qui a envie de se jeter sur ce sujet dont on parle pas du tout Ouais, Yves, allez-y. Oui, en fait, au début de cette pandémie, si on a un petit peu de mémoire, on nous disait que le chiffre qu'il fallait regarder comme le lait sur le feu, c'était les hospitalisations et notamment le nombre de personnes en réanimation. Et puis, il y avait des spécialistes des épidémies, notamment des gens qui connaissaient l'histoire de la grippe espagnole, qui nous disaient que le virus allait muter et que plus il allait muter, moins il serait offensif et plus il muterait et plus il serait contagieux. Et donc, voilà, moi j'avais écouté ça distraitement et puis je m'aperçois qu'on est en plein dedans, quoi. Et donc, je suis pas sûr qu'il faille prendre toutes ces mesures parce que le virus Omicron d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le virus Alpha de l'époque. Et donc, ce qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, c'est les places en réanimation et notamment les gens qui sont en danger, quoi. Voilà, donc je comprends pas en fait toute cette armada de discours. Je comprends pas le comité de défense réuni en urgence. Je pense qu'il faudrait au contraire rassurer les Français, leur dire que Omicron est de moins en moins virulent et que par contre la vaccination est une bonne solution et que les gens soient mis en responsabilité au lieu de toujours infantiliser tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas aussi 100 000 cas détectés en 24 heures parce que à l'occasion des fêtes de fin d'année, les gens se testent plus? On voit qu'il y a pratiquement plus d'autotests dans certaines pharmacies. On comprend bien que les Français sont visiblement responsables, Matteo. Oui, je trouve qu'ils sont très responsables et par contre, je me demande si finalement cette maladie qui est venue de Chine ne soit pas en train de muter, de devenir quelque chose de presque bénin. Je n'ai pas les compétences pour l'affirmer. C'est une question que je me pose parce que tout simplement, je constate qu'avec plus de 100 000 cas, on réfléchit aussi au niveau du gouvernement à réduire le nombre de jours d'isolation, etc. Donc, je me dis, mais comment c'est possible? S'il y a d'un côté une flambée, et donc ça devrait être quelque chose de grave, mais de l'autre côté, on dit qu'on réduit les jours d'isolation, d'isolement, de quarantaine, etc. Je me dis peut-être
elle est en train de devenir moins grave. Et donc aussi, effectivement, on devrait faire autre chose parce que faire des annonces comme ça juste pour les faire, parce que on est à 3 mois aussi des élections, 3-4 mois des élections présidentielles, c'est sans doute quelque chose qui peut être un peu tape à l'œil si on veut, mais le problème reste intact comme c'était le cas au début de cette pandémie. On n'a pas assez de lits et on pouvait me dire il y a 2 ans désormais, ah mais on peut pas fabriquer des infirmiers spécialisés ou des réanimateurs en 3 mois, c'est vrai, mais on pouvait quand même aussi allouer plus de ressources à cette situation. Et alors qu'on voit que on a encore moins de lits ouverts parce que beaucoup de personnes ont démissionné dans les hôpitaux et parmi les soignants en général, et on se retrouve à des situations comme celle que j'aurais voulu faire devenir mon coup de gueule initial. Je constate, j'ai découvert en passant par la Mayenne pendant les fêtes de fin d'année que les urgences de Laval, donc le chef-lieu de la Mayenne, qui n'est pas une métropole, mais quand même c'est une ville chef-lieu, seront fermées la nuit pendant plusieurs jours. Et donc, je me dis, mais est-ce que c'est possible qu'en France, après aussi la pandémie, on n'a pas encore réussi à comprendre qu'il faut mettre plus d'argent dans l'hôpital et les rendre moins administratifs? C'est ça que je me demande. On va en parler de l'hôpital dans un instant parce que c'est lui qui va donner, on va dire pratiquement le tempo des restrictions en vue, ainsi que le facteur économique. Là aussi, ça sera un autre débat parce que je cite Gilles Pialou, qui est le chef des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, qui était ce week-end sur BFM TV, et qui explique: si vous mettez en éviction tous les cas positifs et les cas contacts dans le système scolaire, la police, l'hôpital, la société va bientôt être à l'arrêt. Est-ce que la marge de manœuvre finalement d'Emmanuel Macron avec ses ministres cet après-midi, ça va être de prendre des mesures pour donner l'impression de contrer la vague tout en évitant une paralysie générale? Bertrand. En fait, c'est tout. Oui, Bertrand. Oui. Ouais, écoutez, moi, Bertrand, vous a pas entendu. J'ai pas de compétences particulières pour parler de ça, mais je partage assez l'opinion de Mathéo et de Yves. Ce que je vois, c'est que on est parti pour un grand moment avec cette affaire-là, parce qu'on va pas s'en débarrasser tout de suite, qu'il y a des variants qui vont évoluer avec le temps. Et effectivement, ce que je constate aussi, parce que comme je n'ai pas de compétences, simplement j'observe et j'en tire des conclusions, c'est que tous ceux qui sont actuellement en réanimation, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés et qui donc risquent leur vie et qui encombrent entre guillemets, mais enfin qui occupent des lits et qui posent un problème notamment pour des gens qui devraient être soignés et pour qui on recule l'échéance de leur intervention chirurgicale et de leur admission à l'hôpital parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas vaccinés et qui font prendre des risques à d'autres gens. Donc, j'en déduis que il faut qu'il y ait le plus de gens qui se vaccinent dans notre pays et que nous passions du pass sanitaire au pass vaccinal me paraît évident. Donc déjà, si tout le monde fait ça et si tout le monde respecte les gestes barrières, parce que je remarque aussi qu'il y a un certain laisser-aller parfois dans les gestes barrières, hélas, mais aussi il y a des citoyens qui sont extrêmement responsables. Mais il y en a d'autres. J'étais dans le train il y a pas très longtemps, je voyais des jeunes qui manifestement ne s'en fichaient complètement. Et les contrôleurs de la SNCF leur disaient à chaque fois qu'ils passaient, remettez votre masque. Donc si vous voulez, ce sont ces comportements-là qui posent aujourd'hui un problème. Mais je ne suis pas sûr que prendre des mesures drastiques ce soir et pour les jours à venir soit une solution, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà du mal de fait et que c'est un tout petit peu trop tard. Alors, il y a beaucoup qui s'interrogent aussi sur le fait... Alors, ça fait pile un an, le 27 décembre, que la première Française était vaccinée. Morissette. En un an, c'est pour les fêtes de fin... Elle s'appelait Morissette. Elle s'appelait Morissette, oui, Mathéo, c'est ça. Et en un an, on a vacciné 77% de la population française. Et malgré tout, on a l'impression d'être à la case départ. Question, est-ce que les messages, on va dire, comme vous dites, sur les gestes barrières, sur le fait d'avoir son pass, etc., est-ce qu'au bout d'un moment, tout ça ne va pas finir par s'essouffler finalement, si on restreint les libertés ou on restreint les possibilités, même à l'occasion d'un réveillon, Mathéo? Si vous me permettez, moi je suis pas complètement d'accord avec ce qu'il disait Bernard tout à l'heure, parce que je trouve, alors je suis vacciné, j'ai fait ma troisième dose il y a quelques jours, etc. Donc vous allez être exclu si vous avez le variant, si j'ai bien compris, a priori. C'est ça que je me comprends.
Les triples vaccinés qui auront le variant Omicron et qui seront asymptomatiques seront peut-être exemptés d'une période d'isolement. Est-ce que ça a du sens, ça? Enfin, c'est la grande question. Je me demande, si on c'est tout ça au conditionnel. Au fameux super pass vaccinal ou super quelque chose de pass, voilà, on ne sait pas comment on va l'appeler finalement, mais je me dis, si on doit encore se tester après avoir fait les vaccins, etc., chose qui était utile parce que enfin, c'est pas à mettre en discussion le fait qu'on a beaucoup moins de morts, on a beaucoup moins de cas graves, etc. Mais en même temps, entre-temps, on a stigmatisé une partie de la population, on l'a accusé de tout le monde. Et puis, en ce qui concerne ce qui disait aussi un ténor de la majorité qui était cité dans la presse il y a quelques jours, qui disait il faudra faire payer les soins à l'hôpital à ces gens. Je me permets de rappeler que on fait pas payer les soins d'hôpitaux à ceux qui fument, on fait pas payer aussi beaucoup d'autres soins à des gens qui ont des comportements liés à des dépendances. Et puis, n'oublions pas aussi que la France est la destination phare pour le tourisme, le tourisme médical. Donc, il faut remettre un petit peu les choses en perspective. On a vu qu'effectivement, le vaccin a fait du bien, mais on a encore beaucoup de questions. Et donc, peut-être, je me dis, on aurait pu éviter de fractionner la société, de couper la société en deux, de stigmatiser des citoyens qui finalement s'est posé des questions. Ouais. Une bonne partie, après d'autres étaient farouchement opposés, mais il y a quand même la liberté de penser dans ces pays. Alors certains auditeurs nous disent le vaccin n'empêche pas les contaminations, le vaccin n'est donc pas la solution. Le vaccin permet juste, en tous les cas c'est déjà énorme, les formes très graves et graves de ces Covid. Oui. Ça on le rappelle et on le redit là-dessus. Les chiffres sont quand même assez, on va dire incontestables et incontestés de la part de l'ensemble du corps médical. Et je ne parle pas des médecins que l'on voit essentiellement sur les plateaux de télévision. Il suffit d'aller dans n'importe quelle campagne et rencontrer son médecin traitant ou un médecin généraliste qui va vous dire que effectivement ce variant Omicron n'aime pas le vaccin parce que ça évite les formes sévères. Allez, on va continuer dans un instant avec vous trois, Matteo Ghisalberti, Yves Damécourt, Bertrand Soublé et vous également. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, nous dire comment vous avez aussi organisé vos fêtes de fin d'année quelque part, parce que c'est aussi la grande question. Est-ce qu'il faut instaurer un couvre-feu le soir du 31 décembre? Apparemment, il n'y aura pas de couvre-feu selon les informations de plusieurs confrères et plusieurs médias. Il ne devrait pas y avoir non plus d'allongement des vacances scolaires, mais quand même un tour de vis sur certaines règles. On va s'interroger aussi sur la capacité de notre économie à résister aux arrêts maladie liés au variant Omicron. Ça, c'est une vraie question, puisqu'on a vu ce week-end une avalanche de vols, par exemple, commerciaux de compagnies aériennes qui ont annulé des vols faute de personnel. On s'arrête et on se retrouve juste après ça sur Sud Radio. À tout de suite. Et en compagnie jusqu'à midi de Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien à Fil de Médias, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement pour la réalité, et Bertrand Soublé, vice-président d'Objectif France, ancien général de gendarmerie. Tiens, on va s'amuser à un petit jeu de politique fiction. Vous êtes tous les trois Emmanuel Macron, vous présidez le Conseil des ministres en visio, comme nous aujourd'hui ce matin, et vous vous dites comment faire pour ne pas fâcher de futurs électeurs en prenant des mesures pour contrer une épidémie que j'ai du mal à maîtriser. Qui veut se lancer à ce petit jeu de pas mettre l'exécutif sous cloche? Est-ce qu'on joue sur un fil très étroit aujourd'hui du côté du gouvernement? Comment faire passer les bons messages que l'on annonce depuis 2 ans finalement? Alors, Christine, on peut se livrer effectivement à cet exercice, sauf que le postulat de départ, moi, ne me convient pas du tout. C'est-à-dire que vous dites quelles sont les décisions que l'on peut prendre pour ne pas déplaire à notre électorat. La question n'est pas là. La question, c'est quelles sont les décisions que le Conseil de défense et que le Conseil des ministres doivent prendre pour faire en sorte que le pays ne soit pas pénalisé et les Français ne soient pas pénalisés par cette pandémie. C'est juste ça. Et c'est exactement le prisme, mauvais prisme qui a été pris depuis le début.
si on avait pris les bonnes décisions en se disant on a une crise sanitaire, comment on fait pour la combattre et faire en sorte qu'on en sorte le mieux possible, et non pas qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision pour pas que les Français pensent du mal de nous, ben franchement, on n'en serait pas là aujourd'hui, à mon avis, parce qu'on aurait pris des bonnes décisions tout de suite. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quelles sont les décisions qu'il faut prendre, mais on est exactement, j'allais dire, au milieu du gué aujourd'hui. Je pense que si on avait dû prendre des décisions de fond, il aurait fallu les prendre il y a 3 semaines. Et maintenant, c'est un peu tard. Donc, ça ne sera que, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, ça ne sera que de la cosmétique. Et la cosmétique, on sait où c'est que ça nous mène. Mmh. On va faire appel on va dire à la santé des hôpitaux en espérant qu'ils tiennent finalement. C'est un peu ça ce que vous dites, Bertrand, finalement. Oui, absolument. Je crois que l'essentiel du débat, c'est là. Il est là, c'est comment peut-on passer cette vague sans que nos hôpitaux soient complètement saturés et que cela pèse sur la santé des Français qui, eux, ne sont pas touchés par le virus, mais qui, normalement, devraient être à l'hôpital, mais ne peuvent pas l'être parce qu'il y a un certain nombre de Français qui y sont à cause du virus, parce qu'ils n'ont pas pris les précautions qui s'imposaient. Donc, mon sujet, moi, c'est ça aujourd'hui. C'est que je vois une rupture d'égalité dans les Français. C'est qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, devraient être soignés, qui ne peuvent pas l'être parce que les lits ne sont pas libres. Alors les lits ne sont pas libres et les services de réanimation sont occupés par des patients atteints du Covid, pour beaucoup, qui ne sont absolument pas vaccinés. Je rappelle que, et là encore, ce sont des chiffres qui sont donnés par les autorités de santé. Alors on peut remettre toutes les autorités de tutelle en cause dans ces cas-là, hein, mais la réalité est ainsi faite aujourd'hui, c'est que les vaccinés qui sont en réanimation ont des comorbidités, ont des pathologies extrêmement lourdes qui font que leur système immunitaire est défaillant et donc ils sont touchés par la forme sévère du coronavirus. Est-ce que finalement, Mathéo ou vous, Yves, finalement pour le gouvernement, le point d'équilibre, ça sera la résistance de l'hôpital pendant ces quelques semaines où le variant Omicron se répand à une vitesse folle? Moi, je pense que la clé, elle est dans les territoires. Et donc, on a mal démarré de cette crise. Le président on de la peut dire République, qu'on les a un peu oubliés au début, ouais, ça c'est clair. Mais oui, le président de la République a créé un conseil de défense, en fait, alors que la santé n'est pas de la compétence du président de la République, et de la compétence du gouvernement. Il a créé un conseil de défense sanitaire parce que lui, il a déclaré la guerre d'ailleurs au coronavirus parce que la guerre, c'est sa compétence. Et donc, il est en train de décider des choses alors que c'est pas là que la décision est importante. La décision, elle est importante sur les territoires. Et donc aujourd'hui, quand on écoute les gens dans les hôpitaux, dans les cliniques, vous savez qu'il y a aujourd'hui des cliniques qui repoussent les opérations alors qu'en fait, elles n'ont pas la compétence sur le Covid, parce qu'on leur a demandé de repousser les opérations. Enfin, tout ça est complètement aberrant. Il faut redonner le pouvoir au territoire de s'organiser. Après ça, que le gouvernement livre des statistiques, qu'il livre des informations, etc., très bien. Mais l'organisation, elle est sur le territoire. Enfin, il faut arrêter de prendre toutes les décisions depuis le bureau de l'Élysée, quoi. On n'est pas en train de faire une frappe chirurgicale sur un territoire d'opération extérieure. On est sur une problématique qui est nationale, qui est partout. Il faut laisser les gens dans la spécialité s'organiser. Il faut laisser la médecine libérale soigner, prescrire. Il faut laisser les médecins privés aussi. Et les cliniques privées, il faut les laisser œuvrer. Enfin, tout ça est complètement aberrant. Les gens attendent le discours du président de la République pour savoir quelle sera l'ordonnance. Alors qu'il y a des milliers de médecins libéraux en France, et les gens ont confiance dans leurs médecins libéraux, alors qu'ils n'ont plus confiance dans le président de la République. Et donc, tout ça est abracadabrantesque, hein. Alors, le 40% des Français font confiance à Emmanuel Macron. C'est les derniers sondages. Voilà, je précise aussi qu'il y a une forme d'adhésion également aux préconisations qui sont données, ou en tous les cas aux décisions qui ont été prises jusqu'à présent. C'est peut-être aussi pour ça qu'on arrive à 77% de Français vaccinés, hein, aujourd'hui. Je redis ce chiffre-là qui est absolument incontestable. 6 millions de Français ne sont pas vaccinés. Voilà, c'est la proportion. Je pense tout simplement, pour revenir à votre question, avec la boule de cristal. Je l'aime aussi, celle-là. Ouais. Électorale, naturellement. Non, je pense que en tant que président de la République, j'essaierai d'éviter de pénaliser certaines catégories économiques.
Je pense que si c'est juste pour faire de la gesticulation, pour dire qu'on a pensé à une mesure, on l'applique pour le 31 et on va fermer, je ne sais pas, les restaurants 2 heures avant, etc. Ça n'a vraiment aucun sens parce qu'au point où on en est, effectivement, je me dirais, bon, on a plus de 100 000 cas. On a 77% de la population qui est vaccinée. On a effectivement une grande tension dans les réanimations. À ce moment-là, je me dirais, mettons tout le monde en télétravail, tout le monde qui peut le faire, par exemple, plutôt que faire des fermetures. Parce que de cette façon, on pourrait quand même continuer à travailler et rester isolé. Alors, vous trouvez qu'il a été sage de ne pas imposer le pass vaccinal en entreprise, une décision qui est tombée vendredi, c'est pour ça que je vous pose la question, sur cette question-là, sur l'organisation dans les entreprises, que c'était finalement la meilleure solution de ne pas imposer. Oui, Matteo. C'est très risqué de l'instaurer dans une entreprise pour une série de raisons qui sont liées à la confidentialité, au droit, à la confidentialité de ces données sanitaires et aussi peut-être de ces enfants, parce que on pourrait arriver par absurde à une situation dans laquelle on dit toi t'as pas fait vacciner ton fils, donc tu es un peu plus un risque, etc. Et peut-être on ignore que cet enfant a des problèmes à lui qui lui empêchent de recevoir les vaccins, etc. Donc on devrait déballer un petit peu nos affaires sanitaires pour ce pass qui, de toute façon, ne pourra pas empêcher la propagation. C'est beaucoup plus sage ce qu'ils font beaucoup d'entreprises qui met des espaces, qui limitent l'accès au bureau. Voilà. Oui. Est-ce que vous craignez tous, c'est un des chapitres de notre débat de ce matin, une paralysie? On le voit aujourd'hui, on a un aperçu de quelques indicateurs qui sont quand même assez significatifs de pans entiers de l'économie qui sont non pas à l'arrêt, attention, le mot est un peu fort, mais en tous les cas qui sont touchés directement par des personnes malades, des arrêts maladie, des cas contacts qui s'isolent et donc des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner, notamment au contact du public. Est-ce qu'il y a ce risque-là et quelles peuvent être les réponses par rapport à tout ça? Qui veut se risquer là-dessus? Mais il y a un risque énorme. D'ailleurs, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des avions qui ne décollent plus. Il y a des TER qui n'ont pas roulé. 8000 vols annulés en 24 heures, oui. Voilà, mais parce qu'en fait, on raisonne avec Omicron comme on raisonnait avec le variant Alpha. Donc, mais si le variant Omicron est hyper contagieux, tout le monde va être, à un moment ou à un autre, tout le monde va être positif. Et donc, si on commence à demander à tous ceux qui sont positifs de rester chez eux, oui, il va y avoir une paralysie générale. Surtout que on est contagieux 2 jours avant d'avoir des symptômes et 6 jours après en moyenne. Donc, à ce rythme-là, on peut arrêter tout. Alors qu'en fait, il faut laisser les entreprises s'organiser en fonction de leur métier. Moi, je suis viticulteur. On est 10 dans mon entreprise. On travaille beaucoup en extérieur et donc on n'est pas forcément. Donc dire je vais imposer un pass sanitaire en entreprise, ça n'a pas de sens si on regarde pas le métier qui est fait. Enfin, il faut laisser les gens s'organiser sur le terrain. Je reviens toujours à ça. On donne des grands principes au niveau national, mais qu'on laisse les gens s'organiser sur le terrain. On est en train de transformer la France en un espèce de mastodonte là où toutes les décisions arriveraient de l'Élysée. C'est aberrant, complètement aberrant. Allez, on va s'arrêter un court instant si vous le voulez bien. On va continuer sur cette question concernant l'économie aujourd'hui, les entreprises, le secteur. Plusieurs secteurs sont déjà, on va dire, partiellement touchés. En tous les cas, voit arriver cette difficulté de gestion des malades du Covid Omicron, variant Omicron, et avec la possibilité d'une poursuite normale de ce que l'on connaissait. Est-ce que ça peut mettre un coup d'arrêt à l'économie? Il y a eu plusieurs alertes qui ont été lancées durant le week-end. On y revient avec vous également. Vous nous appelez 0826 300 300. Moi, je connais des restaurants, ils ont plus assez de personnel, là, voilà, les gens sont chez eux, donc ils ont préféré fermer, par exemple, très concrètement, se dire, on va fermer pendant les fêtes, alors que c'est une grosse période pour eux, mais c'est impossible de gérer cette situation aujourd'hui. Donc voilà un exemple type qui vient du bout de la rue, comme on dit, mais qui est un exemple concret. Matteo Ghisalberti est avec nous, Yves Mecourt et Bertrand Soublé, et on est ensemble jusqu'à midi également avec vous sur les réseaux sociaux, mais également au 0826 300 300. À tout de suite.
suite. Et avec vous au 0826 300 300 si vous le souhaitez, également sur les réseaux sociaux où on nous signale qu'il y a d'autres maladies que le variant Omicron. Il y a la grippe qui fait un retour en force. Je rappelle, par exemple, l'Occitanie, le seuil d'alerte sur la grippe hivernale a été dépassé, et on est en compagnie de nos débatteurs du jour, Matteo Ghisalberti, Yves Damécourt et Bertrand Soublé. Mais on va tout de suite au 0826 300 300. Il y a Janine qui nous a appelé depuis le département, ce beau département de l'Aude. Bonjour Janine. Oui, bonjour, j'appelle pas de l'Aude, j'appelle de Paris. Ah, pardon, j'avais compris que vous appeliez de l'Aude. Excusez-moi, c'est une erreur. Non, de Paris, de cette très belle ville que l'on connaît à peine, qui est Paris. Dites-moi tout. Alors, je vous appelle, madame, pour attirer l'attention, si tant est que le gouvernement écoute votre radio, du gouvernement pour distinguer les gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont manipulés par de la propagande complotiste sur Internet ou autre. Des gens comme moi qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales, que je vais vous expliquer. J'ai 2 cousines qui ont été vaccinées, l'une à Londres, l'autre à Paris, avec deux vaccins différents. La première avec l'AstraZeneca à Londres, la deuxième avec le Pfizer. Et qui 5 jours après la vaccination ont eu un caillot de sang dans un doigt de la main qui a fait très mal pendant 8 jours. Donc vous pensez que si moi je me fais vacciner, je pense qu'il s'agit d'un problème d'interaction entre certains profils génétiques qu'on ne connaît pas et des vaccins. Je peux me retrouver avec un AVC ou une embolie pulmonaire. Je vous laisse imaginer la suite. Bien sûr. Donc moi, je suis pour la vaccination. Je suis même pour la vaccination obligatoire, mais pas avec des vaccins dangereux comme ça. Donc j'attends qu'ils sortent un vaccin qui ne présente pas de danger de mort ou de morbidité, qui ne provoque pas des maladies. Comment vous protégez, comment vous vivez finalement avec tout cela depuis le début? Moi j'utilise la méthode la plus radicale qui soit. Comme je suis à la retraite, j'ai choisi le autoconfinement à domicile. Bon, et je sors que quand je suis obligé, masquer, lunettes, etc. Moi je menace personne en faisant ça. Mais je pense que nous devons être, nous, une minorité, mais il faut que le gouvernement distingue les non-vaccinés pour des raisons médicales, comme moi, indirectes ou indirectes, des gens qui sont manipulés. C'est pas du tout le même problème. Alors moi, ce que je propose, je ne sais pas si c'est utile ou non, mais je voudrais est-ce que les médecins pourraient être autorisés à délivrer à des gens comme nous des certificats de non-vaccination temporaire pour raisons médicales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux hôpitaux, sauf en cas d'urgence. Pas aller au restaurant, ça ne me gêne pas. Je peux manger chez moi. Mais si je dois être hospitalisé, ça pose un problème. Heureusement, je suis en bonne santé, mais là, je pense qu'il y a un abus qui concerne une minorité. Et je vous dis, j'attends. Alors, d'après ce que j'ai entendu, et sous toute réserve, il doit sortir en janvier ou février des vaccins qui sont fabriqués comme les vaccins de grippe avec des virus inactivés. J'ai aussi lu sur Internet que certains pays, pour Israël ou la Suisse, pour ne pas les citer, qui sont en train de créer des vaccins comme des pilules à avaler. Donc, j'ignore l'effet qu'ils auront. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont posés par ce vaccin, je vais vous exposer, qui sont la durée d'immunité provoquée par les anticorps. Il faut d'abord savoir si ça dure 6 mois ou 1 an. Si vous faites un rappel tous les 6 mois, plus un rappel à chaque fois qu'apparaît un nouveau variant, puisqu'à chaque fois qu'il y a un variant, il faut faire une mise à jour du vaccin, comme on fait une mise à jour sur informatique, et fabriquer un nouveau vaccin qui est adapté aux variants. Bon, ça veut dire qu'on peut être appelé à faire 4 ou 5 vaccinations par an. Comment le corps réagit à cette multiplicité de vaccins? On n'a pas le recul nécessaire pour le savoir. Alors moi, ce que je propose, là aussi, je suis pas spécialiste, mais je voudrais vous soumettre ça. La protéine spike qui permet l'entrée du virus dans les cellules. Il faudrait qu'ils fassent des recherches pour savoir si la protéine spike de tous les variants possède par exemple une partie d'un ADN qui est identique, et si des chercheurs ne pourraient pas créer un ADN génétiquement modifié pour empêcher les virus de rentrer. C'est comme les mots-clés en informatique, vous fermez la clé, vous empêchez le virus d'entrer dans les cellules au lieu de favoriser son entrée. Si les chercheurs peuvent trouver ça, ils auront peut-être une partie de la solution au problème. On sent bien que, alors moi j'ai pas la réponse très honnêtement sur l'étendue des recherches. Je vais être très clair. Je m'informe sur Internet aussi, mais je pose des questions également à des médecins qui sont en première ligne sur ces questions-là et qui ont les bonnes données aussi plutôt qu'Internet. On voit bien. Alors je me tourne vers vous, Matteo, Yves, Bertrand, ce matin, que finalement quelque part, que ce soit les Français, que ce soit les Suisses, les Italiens, les Israéliens, en gros la planète entière, on navigue à vue.
On navigue à vue, mais enfin, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un an, on n'avait pas de solution vaccinale et qu'aujourd'hui, absolument. Alors, il se trouve que l'ARN messager, cette découverte-là, elle avait obtenu le prix Nobel en 1965, mais tout ça a été bloqué par de l'idéologie, notamment par les anti-OGM qui ne voulaient pas qu'on travaille sur l'ADN, sur l'ARN, sur le ribosome. Et donc, tout ça a été ouvert. Alors maintenant, il faut... avec cette boîte à outils, on peut trouver des choses rapidement. Et donc, moi, je salue tous les chercheurs du monde entier qui ont œuvré en quelques mois pour trouver ces vaccins. Il n'y a pas beaucoup de... On avait entendu le président de la République dire que c'était une fable que d'imaginer qu'on aurait un vaccin dans les 6 mois, etc., pour répondre à l'époque à Donald Trump, qui lui avait l'air d'être informé de ce qui se passait. Oui, il proposait l'eau de Javel. Voilà, au début, puis après ça, il a été informé par les spécialistes. Enfin, tout ce que dit cette dame-là, Janine, est très intéressant. Elle a l'air d'être très, très au fait des recherches actuelles. Mais il y a beaucoup de recherches, effectivement. On comprend bien aussi la difficulté de prendre des mesures générales à chaque cas particulier de chaque personne, finalement, aussi oui, dans mais cette c'est crise. Ce que je disais tout à l'heure. Si on laissait les médecins généralistes la capacité de soigner ou de faire un certificat, plutôt que de faire des faux passes sanitaires, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'endroits, s'ils avaient la capacité de dire cette personne-là, pour des raisons X ou Y, ne peut pas être vaccinée, parce qu'on sait bien que chaque vaccin peut créer des désordres et donc on compare le risque et les bénéfices. Mais si on identifie un certain nombre de personnes pour lesquelles le risque est avéré, le médecin de la personne peut faire une attestation et ça peut être un pass de non-vaccination justifié. Et voilà, encore une fois, si on laisse le pouvoir à la médecine libérale, aux hôpitaux, aux gens qui savent, plutôt que de vouloir tout décider depuis Paris, à mon avis, on aura fait un grand progrès. Moi, je voudrais ajouter un petit bémol, si possible. Le fait que moi, je salue et je remercie les chercheurs et les médecins qui ont œuvré pour trouver des solutions. Mais peut-être le problème à la base de tout, c'est que ce vaccin, certains experts ont précisé qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un vaccin au sens traditionnel du terme, et donc qu'il fallait le manier avec une autre stratégie, disons, et peut-être aussi une autre stratégie de communication. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a stigmatisé tous ceux qui se posaient des questions en les considérant des no-vax et des, comment dire, des lépreux pratiquement, comme dans les temps anciens. Alors que, voilà, peut-être il demandait tout simplement à comprendre. Et puis, n'oublions pas aussi une chose, que certaines personnes se sont posées des questions à propos des intérêts qu'il y avait derrière quand même. Parce que on voit que en début de cette année, on nous disait que le vaccin était la seule solution, alors que il y avait aussi des recherches pour des pilules, disons, qui ralentissaient le virus, etc. Je ne parlais pas de ce qu'il disait le professeur Raoult à Marseille, pour être clair. Mais vous avez vu, enfin, les agences internationales du médicament ont autorisé entre-temps aussi des soins pour ces virus. Donc, je me demande, on n'aurait pas dû aussi penser à éviter de stigmatiser justement les gens parce que à côté, il y avait aussi d'autres raisons valables, sans arriver à faire du complotisme. Et puis, encore une fois, effectivement, ces raisons pouvaient être évaluées par des médecins de proximité, comme disait Yves Lamarcourt tout à l'heure. Il aurait pu dire, toi, effectivement, c'est mieux si tu t'isoles parce que tu es en danger, ou toi, il faudrait que tu prennes un cachet, s'il y en avait, plutôt qu'un vaccin. Ouais. Moi, je vais saluer Janine. Je ne sais pas si Janine est encore avec nous. Oui. Elle est encore là. Je vous salue. Bon courage du côté de Paris pour la suite des événements. Bah oui, en espérant qu'il y ait des vaccins à la rentrée, on souhaite dans les mois qui viennent. Vous savez, on ne sait pas. On ne sait pas. Faut être patient, c'est ça. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée, mais surtout un bon réveillon. En tous les cas, on est heureux de vous avoir avec nous sur Sud Radio pour donner votre opinion. Tous les avis comptent, évidemment. On est là sur Sud Radio pour donner la parole à tout le monde. Le débat aujourd'hui, c'est aussi la question des hôpitaux. La semaine, dit-on, de tous les dangers. On déprogramme quand même. On est en train également de transférer des patients pour pouvoir faire
faire face. On fait appel également au volontariat. On a vu ce qui s'est passé du côté de Marseille ce week-end avec cet appel au volontariat pour venir donner un coup de main. Est-ce que l'hôpital, encore une fois, va être capable de tenir? Oui, disent beaucoup, mais à quel prix également, en sachant que le nombre de lits a diminué depuis 2017. Près de 18 000 lits ont été fermés à l'hôpital. Est-ce que finalement, cette crise, là aussi, on dit on sait le jour sans fin, messieurs, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire on n'a encore toujours pas tiré les conséquences de tout ce qui nous arrive concernant l'hôpital? Alors je m'adresse à vous, Mathéo, parce que vous parliez des urgences de Laval qui ferment la nuit, mais il y en a beaucoup d'urgences de petits hôpitaux de proximité qui sont en mode off, je dirais, pendant la période nocturne et pendant les périodes de toute l'année. Donc c'est un vrai défi. Est-ce que c'est pas ça l'enjeu finalement pour les prochaines semaines? On n'entend pas beaucoup parler d'ailleurs pendant la campagne présidentielle qui s'est ouverte, je trouve, de la part de tous les candidats. Effectivement, si on lutte pas contre ce type des problèmes dans les structures de soins, hôpitaux, cliniques, maisons médicales, je mets dedans tout. Si on lutte pas contre ce problème, on ne fait rien pour éviter la désertification de la France et donc le maintien des ressources humaines et financières sur les territoires. Et après, on perd beaucoup aussi de notre histoire, etc. Mais je me demande effectivement pourquoi, dans la campagne électorale, on s'intéresse pas plus à ces sujets, parce que les hôpitaux ne sont pas simplement à Paris ou à Lyon ou à Marseille. Mais soit on a fait un choix de se dire effectivement il y a des grands pôles hospitaliers et d'autres et industriels, etc., qui sont dans les grandes villes et puis le reste on s'en fiche en fait. Ou bien on n'a pas fait bien les calculs, parce que de toute façon les Français qui habitent dans les territoires ruraux votent aussi, et donc peut-être ils prendront des décisions. Alors, cette crise sanitaire, me semble-t-il, a mis en exergue un dysfonctionnement de nos hôpitaux, une fois de plus. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'en tire pas les conclusions, parce que en réalité, vous l'avez dit, on a perdu 17 000 lits, on a un fonctionnement qui, aujourd'hui, n'est pas satisfaisant, nous le voyons tous, et personne ne se pose la question de savoir s'il ne faut pas remettre en question notre système. Moi, je dis que oui, il faut remettre notre système en question. Le parcours de soins dans notre pays doit être totalement revisité. Il faut remettre le médecin libéral, le médecin des territoires au centre du dispositif, parce que c'est sur lui que tout repose. C'était déjà le cas avec la création du statut du médecin traitant. Oui, mais il faut soulager les urgences, notamment, c'est-à-dire qu'il faut mettre en amont un système qui permet de faire en sorte que n'importe qui a quelque chose, qui a une petite difficulté médicale, n'aille pas directement aux urgences. Il faut une maison de santé qui permette de faire le tri. Aujourd'hui, elles n'existent pas, ou elles existent relativement peu. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est tout simplement une vision comptable de l'hôpital. Pardon, mais le service public ne peut pas être organisé en fonction de la comptabilité. Pourquoi il y a cette vision? Parce que Bruxelles nous a imposé. C'est que quand on fait de la politique avec un tableau Excel et qu'on regarde en bas et à droite le résultat dans la colonne de droite en bas du tableau Excel, ça ne peut pas fonctionner. Ça n'est pas possible. Le service public ne peut pas être géré comme une entreprise. Or, aujourd'hui, on s'est mis ça dans la tête que le service public, c'était une entreprise. Oui, sur certains aspects, d'accord, mais pas sur la question de rentabilité. Un service public ne peut pas être rentable. Tant qu'on n'aura pas sorti ça des technocrates, notamment... Bertrand, je crois qu'on vous entend plus. Bertrand. On a un petit souci avec la connexion. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la pause là tout de suite sur Sud Radio dans ce dernier quart d'heure qui se profile pour nous. On va y revenir sur cette question de l'état des hôpitaux français, la question de la santé. Est-ce qu'aussi ça peut être un vrai sujet de discussion de la part des candidats à la présidentielle? On voit depuis il y a chaque campagne présidentielle, finalement à chaque campagne électorale, que c'est un sujet compliqué aussi pour eux. Donc vous nous appelez, vous réagissez
réagissez aussi sur les réseaux sociaux au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à midi. À tout de suite. Et on est ensemble avec Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, fil de médias, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement pour la ruralité, et Bertrand Soublé, ancien général de gendarmerie et vice-président d'Objectif France. On est ensemble et on parle de cette question de l'hôpital. C'est la semaine, on nous dit que c'est la semaine de tous les dangers, savoir si l'hôpital va être capable de tenir ainsi que les 3 semaines qui arrivent aujourd'hui, avec cette explosion du nombre de cas positifs au variant Omicron, et c'est des programmations, ces plans blancs qui sont enclenchés, ces transferts de malades, ou encore ces appels au volontariat pour venir soulager des équipes médicales qui sont qui sont à bout de souffle, en tous les cas, qui sont épuisées par des mois et des mois de lutte contre les variants au Covid-19. Bertrand, on était avec vous il y a un instant, vous disiez il faut tout revoir du sol au plafond. Moi, la question que je voulais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que ce sujet peut être pris à bras-le-corps véritablement, sans que ce soit une véritable cacophonie par les candidats à la présidentielle? Il y en a certains qui ont déjà émis des hypothèses, qui proposent, Yannick Jadot, qui propose la création de 100 000 postes de soignants pour l'hôpital, Valérie Pécresse qui en propose 25 000. Il y en a d'autres qui proposent un moratoire sur la fermeture des lits d'hôpitaux, ou tout simplement d'autres candidats qui demandent de rétablir l'obligation de garde des médecins libéraux. Est-ce que ce ne sont pas des décisions cosmétiques finalement, ou en tous les cas qui ne vont pas arranger une situation qui perdure depuis 30 ans? Oui, l'OCDE a produit un rapport il y a quelques mois qui comparait les différents pays européens et le système hospitalier dans différents pays européens, et notamment une comparaison entre la France et l'Allemagne. Et il montrait dans ce rapport qu'en France, 33% des effectifs des hôpitaux étaient chargés d'administration, alors qu'en Allemagne, c'était simplement 25%. Et oui, en fait, le résultat de tout ça... Ouais. Voilà, oui. C'est ça. Donc le résultat de tout ça, c'est que en Allemagne, il y a beaucoup plus de lits de réanimation, notamment si on parle du Covid, et l'administration est moins forte. En France, on est quand même spécialiste pour avoir des médecins et des infirmières qui ne sont plus aujourd'hui auprès des patients, mais qui sont dans les administrations, dans des procédures de contrôle, et parce que les procédures de contrôle, c'est quand même notre spécialité. Donc il y a un premier chantier qui est de fermer des bureaux et d'ouvrir des lits, parce qu'en fait, la bureaucratie, elle a envahi toutes les administrations françaises. Il faut simplifier tout ça, et ça peut se faire simplement en redonnant du pouvoir au local, c'est-à-dire refaire des patrons d'hôpitaux et des équipes hospitalières les patrons de leur activité. Mais le deuxième sujet, celui des équipes soignantes, c'est aussi de trouver des soignants. Oui, mais alors on a beaucoup de soignants qui aujourd'hui ne soignent plus, hein. De même qu'on a beaucoup de professeurs qui aujourd'hui sont dans l'administration de l'éducation nationale et n'enseignent plus. Et donc c'est un petit peu dommage d'avoir tous ces gens qui en fait aujourd'hui sont dans la procédure au lieu d'être dans le soin. Pour ce qui est des gardes des médecins généralistes, moi je peux témoigner, j'ai été maire pendant 12 ans de Sauveterre de Guyenne. Quand il y avait un accident la nuit, les pompiers se rendaient sur place. C'était généralement des gens de la commune qui étaient volontaires et donc qui se rendaient sur place avec l'ambulance. On avait 2 médecins généralistes à Sauveterre qui se trouvaient être aussi officiers des sapeurs-pompiers. C'est pas eux qu'on appelait pour venir voir l'accident. On appelait le SMUR de Bordeaux à 50 km, alors que les médecins étaient là. Voilà. Et ils étaient en plus pompiers. Donc tout ça, on faisait venir une ambulance avec un médecin, voire 2 médecins, un infirmier, pour venir suppléer les pompiers qui étaient sur place, sans réveiller les médecins généralistes qui, eux, étaient sur place et qui ne comprenaient pas qu'on ne les appelle pas. D'autant plus idiots qu'ils connaissent généralement, quand c'est un accident qui implique des gens de la commune, ce sont leurs patients. Donc s'il y a des contre-indications, des choses comme ça, ils les connaissent déjà, donc on gagne du temps. Enfin, on a fait une espèce de système pensé certainement par des grands penseurs, des ARS ou du ministère de la Santé, mais qui aujourd'hui manque cruellement d'efficacité et de bon sens. Bertrand, je vois sourire. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que dit avec Yves. Alors moi, je voudrais recentrer ça sur la campagne présidentielle. Est-ce qu'il y a un candidat aujourd'hui? Est-ce par exemple, je prends Emmanuel Macron, qui n'est officiellement pas candidat à sa propre succession, mais est-ce qu'il va pouvoir militer, expliquer qu'ils ont fait des choses pour l'hôpital, alors que on apprend 2 ans après la fin du Covid que 18 000 lits ont disparu depuis 2017. Donc il y a quelque chose qui peut échapper à la compréhension
on va dire des opérations qui ont été menées pour établir, on va dire un hôpital, en tous les cas un système de soins digne de ce nom pour faire face à une pandémie mondiale. La question, c'est que ces 17 000 lits ont disparu pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on a considéré à un moment qu'ils n'étaient pas rentables. Je le disais tout à l'heure, je pense que la rentabilité n'est pas un critère. C'est un critère pour une entreprise, certes, mais pas pour le service public. Parce que quelqu'un qui habite dans une zone rurale, il a le droit d'être aussi bien soigné que quelqu'un qui habite dans une ville. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc, absolument. On a un vrai sujet, notamment dans la médecine de proximité. Et vous on avez ne le même résoudra système, pas le problème de la qualité des soins en concentrant dans les grandes villes. Ça n'est pas possible. Et dans les grandes villes, il y a des déserts médicaux aussi. Faut quand même le souligner. C'est que c'est pas parce qu'on habite en ville. Si vous habitez en plein cœur de Paris, c'est pas sûr que vous puissiez trouver un médecin généraliste qui veuille bien être votre médecin traitant. Mathéo, est-ce que le système italien, comparons un peu ce qui était, est-ce qu'en Italie, ce sujet est sur la table également, puisque ce virus n'a pas de frontières et donc les sujets sont à peu près équivalents? Ce n'est pas vraiment comparable sous tous les points de vue parce qu'on fait beaucoup de choses au niveau régional, effectivement, en Italie. Et donc, notamment, la gestion des ARS est très régionalisée, voire départementalisée. Mais on n'a pas le même système. Donc, ce que je constate, en tout cas en France, c'est que il y a non seulement dans les hôpitaux, moi, j'ai le souvenir d'avoir parlé avec quelqu'un médecin traitant qui disait je dois faire prendre paperasse pour tout simplement aussi un arrêt de travail, etc. Alors que je ne suis pas administratif, je suis un médecin. J'ai étudié pour être un médecin, pas pour être un administratif. Et le problème, c'est que effectivement, quand on constate pas les vraies exigences aussi au niveau de, je ne sais pas, quelles sont les distances entre deux maternités, entre deux centres de soins dans un département, avant de prendre la décision d'éventuellement de les fermer. Enfin, si on prend pas ces mesures sur le terrain, quand on veut mener une campagne électorale, pour revenir à l'objet de cette discussion, on perd forcément, on est biaisé, on a un point de vue biaisé parce que on peut se dire finalement encore une fois les citoyens, les résidents dans les villes sont plus nombreux que ceux dans les campagnes. Peut-être. Et donc, je m'intéresse à eux parce qu'ils sont plus porteurs de voix, mais alors ça veut dire qu'on laisse aller la France rurale et tant pis s'il y a des problèmes dans ce secteur. Quand en Nouvelle-Aquitaine, l'ARS a fait fermer des hôpitaux de proximité, elle a dit, mais vous inquiétez pas, on a... Oui, Marmande, absolument. L'Aréole, on n'est pas très loin. Et donc, l'ARS a dit, mais vous inquiétez pas, il y a une flotte d'hélicoptères qui va permettre de venir chercher les urgences pour les emmener au tripode. C'est très écolo, les hélicoptères. Et puis, l'année dernière, les hélicoptères, ils ont disparu parce que budget oblige. On dit, oui, mais on n'a plus assez de budget pour les hélicoptères. Et donc, le nombre d'hélicoptères en Nouvelle-Aquitaine a diminué considérablement. Et donc, petit à petit, tout ça s'éloigne. En tout cas, je me permets de vous dire une dernière chose. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se passait dans le vieux monde juste avant le Covid, les manifestations qu'on avait des soignants dans les villes de France. Ça n'intéressait personne, Mathéo, ces manifestations. Voilà. Je le dis de manière sournoise, mais globalement, ça n'intéressait pas ces soignants manifestaient tout seuls, pour les avoir couvertes. Voilà. Donc, vous vous rappelez, mais le problème existait déjà avant le Covid. Bien sûr. Après, je répète, après on a dit que on pouvait pas fabriquer des infirmiers spécialisés en 3 mois, mais là on est à 2 ans après le début de la pandémie. Donc, mais il y a eu un Ségur, des augmentations de salaire qui ont été votées, décidées. C'est déjà mieux que rien pour terminer, oui ou non? Oui, c'est mieux que rien. Il va falloir qu'on diminue l'écart de rémunération pour les infirmières entre le privé et le public. Ça sera déjà pas mal parce que là, franchement, c'est pas acceptable. Donc on sent bien le grand problème des hôpitaux, c'était le passage aux 35 heures, mais en fait, les gens ont continué à travailler 39 heures. Les 4 heures d'écart étaient des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Et donc aujourd'hui, la dette de l'État envers tous ces personnels est énorme. Et donc aujourd'hui, on les augmente. Mais si déjà l'État payait sa dette, c'est-à-dire payait les heures supplémentaires qu'ils ont réalisées qui ne sont pas payées, c'est hallucinant.
Est-ce qu'il aurait fallu faire le quoi qu'il en coûte pour l'hôpital ou pour le système de santé? Ça, c'est une autre question qu'on ne va pas commencer à débattre maintenant, puisqu'il est bientôt midi, qu'on va retrouver les infos et Sud Radio dans tous ses états, avec présenté aujourd'hui par Benjamin Glaise, qui est avec nous dans un instant. Moi, messieurs, Matteo Ghisalberti, Yves Damécourt, Bertrand Soublé, je vous souhaite une très belle journée. Il y en a un que je vais retrouver dans le courant de la semaine. Pour les autres, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et vous, chers auditeurs, vous ne bougez pas dans un instant. Les infos et Sud Radio dans tous ses états. Et vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux ou encore au 0826 300 300. Prenez soin de vous. Bon réveillon. À demain.